Après avoir posé les contextes et fourni quelques rappels généraux sur les appels ERC, nous examinerons en détail les processus et les critères d'évaluation. Puis nous détaillerons les contenus et les rôles des différentes parties du dossier. Nous vous donnerons enfin quelques chiffres et liens utiles dans le cadre d'une candidature. Commençons par quelques rappels. L'ERC a pour seule mission de soutenir la recherche scientifique de plus haut niveau en Europe. Elle restera positionnée sous le nouveau programme cadre Horizon Europe au sein du premier pilier dédié à l'excellence scientifique. Sa part du budget, à savoir environ 17% du budget global, est ainsi maintenue, ce qui va correspondre à environ 16 milliards d'euros pour 7 ans. Comme vous pouvez le voir sur ce graphe, les budgets annuels dédiés aux appels ERC vont ainsi pouvoir continuer à progresser, avec un point important pour l'avenir, qui est que ce budget sera dorénavant partagé entre 27 pays et non plus 28 suite au Brexit. Ceci doit permettre de financer plus de 500 lauréats starting ou plus de 380 lauréats consolidateurs chaque année, avec un taux de succès entre 12 et 13% pour ces catégories ces dernières années. Quel est l'objectif de ce budget? Il s'agit de financer des projets de recherche en rupture que l'on peut définir comme étant aux frontières de la connaissance. Les seuls critères d'évaluation est l'excellence scientifique et cette évaluation est effectuée par des pairs, qui sont eux-mêmes des scientifiques. Même si le projet vient bien sûr impliquer une équipe, le projet est porté par un chercheur qui constitue la colonne vertébrale du projet, qualifié de PI ou Principal Investigator, qui va donc disposer d'une autonomie financière sur 5 ans pour développer son projet. La notion de portabilité indique par ailleurs que la bourse est rattachée au PI et qu'il peut changer d'institution d'accueil en cours de projet. Il s'agit par ailleurs d'appels blancs, donc ouverts à toutes les disciplines sans aucune contrainte thématique. Pour des questions d'organisation, les domaines scientifiques sont structurés en 3 champs disciplinaires, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences physiques et de l'ingénieur. Ces champs sont eux-mêmes divisés en sous-catégories appelées panels, qui sont actuellement au nombre de 27. Pour chacun de ces panels, l'ERC fournit aussi une description plus précise des thématiques couvertes, comme cela est par exemple illustré ici pour le panel PE11, pour permettre aux candidats de bien choisir leur panel. De manière plus spécifique, les appels starting et consolidateurs s'adressent à des jeunes chercheurs dont on attend un projet de recherche innovant et exploratoire, ce qui est au cœur de l'ERC. Mais les candidats aux appels starting et consolidateurs doivent faire preuve d'indépendance. Cela se traduit par exemple par la publication en tant qu'auteur principal, sans son directeur de thèse, ou pour la démonstration d'un progrès scientifique majeur à partir du travail qu'il ou elle a effectué pendant son doctorat ou son postdoctorat, ou bien par l'obtention d'un financement compétitif en tant que chef de groupe. Les candidats à l'appel consolidateur doivent aussi démontrer un certain leadership dans son domaine scientifique, ce qui passe notamment par la formation de nouvelles générations de chercheurs. Il ou elle doit aussi disposer des éléments concrets prouvant ses compétences sur les 5 dernières années. Pour ces catégories, le montant de la bourse peut aller jusqu'à 1,5 million d'euros pour les starting et 2 millions d'euros pour les consolidateurs. À ce budget peut s'ajouter jusqu'à 1 million d'euros supplémentaires qui peut être demandé pour des raisons bien précises et qu'il faut bien justifier. La description détaillée des appels est disponible dans les programmes de travail qui paraissent chaque année. Les appels ERC sont maintenant bien en place avec de grandes lignes que l'on retrouve d'une année sur l'autre, même s'il y a régulièrement de légères adaptations liées notamment à des évolutions de la réglementation. Par exemple, sur les questions de la science ouverte, de l'éthique ou de la sécurité. Le programme de travail en cours est celui de 2022. Chaque programme de travail détaille, entre autres, les calendriers des appels pour l'année. Pour le programme de travail 2022, les dates limites pour les appels Starting et Consolidator
se situe dans le premier trimestre de l'année civile 2022. Il est possible que le calendrier du programme de travail 2023 soit réorganisé afin que les dates limites pour les appels Starting et Consolidator 2023 soient avancées au dernier trimestre 2022. L'appel ERC Starting s'adresse aux jeunes chercheurs qui sont entre 7 et 12 ans après l'obtention de leur thèse. Pour l'appel 2022, les candidats éligibles à l'appel Starting doivent avoir obtenu leur diplôme de thèse entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2019. L'appel consolidateur s'adresse aux chercheurs qui sont entre 7 et 12 ans après l'obtention de leur thèse. Pour l'appel 2022, les candidats éligibles doivent avoir obtenu leur diplôme de doctorat entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2014. Sous certaines conditions, des extensions à la fenêtre d'éligibilité peuvent être accordées. Ces conditions, listées ici, sont bien identifiées dans l'annexe 4 du programme de travail et, si la demande est faite, les candidats doivent apporter les justificatifs qui seront inclus lors de la soumission de la proposition. Un point important est aussi que les candidats à l'ERC, c'est-à-dire les PI, s'engagent à passer au moins 50% de son temps en Europe ou dans un pays associé. Il doit aussi consacrer un minimum de son temps de travail à son projet ERC, qui est d'au moins 50% pour l'appel Starting et au moins 40% pour l'appel consolidateur. Ce temps doit aussi être continu et il ne peut donc pas y avoir de trous sur la période de 5 ans. Quelques premiers conseils pour finir ces rappels généraux. Tout d'abord, si l'envie et surtout si l'idée sont là, n'hésitez pas à y aller. Pour que les projets soient pertinents, il est important de bien comprendre les attendus de l'appel et donc de lire les documents associés, notamment les programmes de travail et les guides du candidat. Faites-vous aider, ne vous y prenez pas au dernier moment et à l'inverse, prenez le temps nécessaire pour faire mûrir votre projet. Pouvoir les lire à tête reposée et les faire relire par d'autres, notamment d'anciens lauréats qui ont l'expérience et peuvent être de très bons conseils. Sachez écouter, mais aussi entendre les critiques et les conseils, même s'ils sont contradictoires. Si quelque chose n'est pas clair, c'est que sans doute, vous n'avez pas encore assez bien expliqué. Bien sûr, respectez les consignes, et si votre projet ne passe pas la première fois, dites-vous que n'êtes pas la seule, que la compétition est rude et appuyez-vous sur l'expérience et sur vos rapports d'évaluation pour une nouvelle tentative. Nous allons maintenant insister sur les critères et les processus d'évaluation qui vont guider la construction des documents écrits et qu'il est important de bien comprendre pour se donner les plus grandes chances de succès. Le processus de sélection est fait en 3 temps avec pour commencer la soumission. Celle-ci a lieu en une étape avec dépôt de tous les documents du dossier. Les dossiers éligibles, c'est-à-dire en général quasiment tous, passent ensuite en première étape au cours de laquelle le document scientifique B1 est évalué, ce qui conduit à une première sélection. Environ un tiers des projets sont alors retenus et passent en deuxième étape. Les projets retenus sont invités pour une audition devant un panel d'évaluation. Ces 2 phases d'évaluation se déroulent de manière bien spécifique, comme nous allons les détailler maintenant. Un point commun à ces 2 étapes est qu'elles reposent toutes les deux, avant tout, sur ce que l'on appelle les panels, qui ont un rôle central. Ces panels sont au nombre de 27 et ils correspondent aux champs disciplinaires listés plus haut. Chaque panel est constitué d'environ 16 à 18 membres, qui sont tous des scientifiques dont les expertises couvrent la variété de thématiques du panel. Le panel est donc relativement multidisciplinaire. Ces membres siègent par ailleurs tous les 12 ans, moyennant un renouvellement d'un tiers à chaque fois. Et leur composition est rendue publique une fois l'appel terminé. C'est ce qui permet de disposer en amont de l'appel d'une idée relativement précise de la composition d'un panel.
Le panel a un rôle central dans l'évaluation, et c'est notamment sur lui seul qui repose la première étape des élections. Il ne dispose à cet stade que d'un seul document, à savoir la partie B1 des projets, qui est lue en détail par 3 ou 4 membres du panel, puis la sélection est faite en réunion plénière après discussion de l'ensemble des projets soumis à ce panel. Les projets retenus à l'issue de l'étape 1 passent ensuite en seconde étape, avec 3 grandes différences par rapport à l'étape 1. D'abord, les évaluateurs disposent encore de la partie B1, mais aussi et surtout de la partie B2, qui est une description scientifique beaucoup plus détaillée du projet. Deuxièmement, des experts scientifiques extérieurs sont sollicités, spécialistes de votre domaine, et ils rédigent un rapport qui est transmis au panel. Enfin, les candidats sont auditionnés par les panels qui, seuls, décident du classement final en s'appuyant sur les rapports des évaluateurs extérieurs, mais surtout sur l'audition et sur les discussions internes entre membres du panel. Cette audition, pour ceux qui y seront enviés, pourrait se dérouler à nouveau, si la situation sanitaire le permet, dans les locaux de l'ERC à Bruxelles, dont vous pouvez voir ici une illustration. Pour ceux qui ne sont pas lauréats, la note obtenue après évaluation du projet conditionne la possibilité ou non de resoumettre de l'année suivante. L'idée générale est que les candidats passés en seconde étape peuvent resoumettre dès l'année suivante, quelle que soit leur note A ou B. Les candidats ayant échoué à l'étape 1 doivent par contre attendre 1 ou 12 ans selon la note B ou C obtenue. Un point capital est aussi de bien comprendre sur quels critères reposent les évaluations. Et ces critères sont parfaitement connus à l'avance puisque les questions précises auxquelles doivent répondre les évaluateurs sont fournies dans le programme de travail. Ces questions qui sont listées ici sont de 3 types. Il s'agit tout d'abord du caractère des ruptures et de l'impact potentiel du projet. L'enjeu est donc de convaincre du caractère scientifiquement ambitieux du projet, allant au-delà de l'état de l'art, et une notion très importante est celle du high risk, high gain, qui sous-entend un bon équilibre entre d'une part les avancées attendues, qui doivent être importantes, et d'une autre part la prise de risque, qui doit être présente puisque les projets adressent une question ambitieuse. Mais ce risque doit être réfléchi et contrôlé. La seconde catégorie de critères vise les aspects plus techniques. Il s'agit notamment de la faisabilité du projet et de la pertinence de la méthodologie proposée. Tout doit donc être décrit dans le projet avec précision et de manière adaptée et justifiée pour répondre aux besoins du projet. Viennent enfin les critères liés au candidat, à savoir sa capacité à mener un tel projet et à l'adéquation entre son expertise scientifique et la proposition. Un aspect important pour le candidat de Starting et Consolidator est la démonstration de son indépendance intellectuelle ainsi que sa pensée créative. Sur la base de ces critères, nous avons listé ici un ensemble de questions qu'il peut être intéressant pour les candidats de se poser pour affiner leur projet. Par exemple, quel verrou scientifique mon projet va-t-il lever? En quoi le projet va-t-il au-delà de l'état de l'art? Pourquoi est-ce le bon moment? Ou encore, en quoi suis-je la meilleure personne pour répondre à l'enjeu proposé? Les réponses à ces questions doivent pouvoir être trouvées aisément dans les projets pour convaincre les évaluateurs. Ayant compris les principes de l'évaluation, nous pouvons maintenant détailler le contenu du dossier et les rôles de chaque partie. Le dossier est constitué de 2 types d'éléments, à savoir les documents administratifs, ici en vert, et les documents scientifiques, les fameuses parties B1 et B2, déjà évoquées plus haut, ici en orange. La partie administrative est constituée d'un formulaire à remplir en ligne et d'une partie annexe. Les formulaires en ligne intègrent toutes les informations administratives liées au projet et au candidat,
mais aussi des éléments additionnels tels que les mots-clés qu'il faut choisir avec attention, car ils servent notamment à identifier les experts. On y trouve aussi le budget qui doit être bien justifié et cohérent avec la proposition scientifique, ou encore des aspects liés aux questions éthiques ou de sécurité. Dans tous les programmes européens, l'éthique est un aspect fondamental de la recherche scientifique et son respect est essentiel. Les aspects éthiques et de gestion des données d'un projet ERC doivent être pris en compte par les candidats dès la conception de la proposition. La partie annexe est le lieu où déposer les différents justificatifs sous format PDF. Il s'agit notamment de la lettre d'accord de l'institution d'accueil qui doit être signée, ne vous y prenez pas trop tard. Il faut aussi savoir que les documents en annexe ne sont pas transmis aux évaluateurs. Il est donc totalement inutile d'y glisser des documents scientifiques avec l'espoir que cela augmentera les chances de succès de votre dossier. Pour remplir ces parties, faites-vous aider par vos cellules support qui maîtrisent parfaitement ces aspects et contactez-les le plus tôt possible. Les parties scientifiques, qui sont celles dans lesquelles vous allez décrire votre projet, sont au nombre de 2, à savoir les parties B1 et B2, qui ont chacune un rôle et une fonction bien spécifiques. Un conseil à nouveau, avant de commencer la rédaction, prenez le temps de bien mûrir votre projet pour que la question centrale et les stratégies proposées soient bien claires dans votre esprit, ce qui facilitera grandement la rédaction du projet. Vous aurez compris que la partie B1 est le seul document évalué à l'étape 1. À lui seul, il doit donc permettre aux évaluateurs d'avoir une vision d'ensemble du projet, à la fois sur les contenus scientifiques et sur les porteurs. L'évaluation à cette étape ne fait par ailleurs intervenir que les panels, donc du public relativement multidisciplinaire, avec au mieux un seul spécialiste dans votre domaine, d'où la nécessité d'être très pédagogique. Cette partie B1 débute par un résumé qui ne doit pas dépasser 2000 caractères, mais qui constitue vraiment la porte d'entrée du projet, et qu'il est important de bien travailler pour immédiatement capter l'intérêt du lecteur et lui donner l'envie de lire la suite. Vous disposez ensuite de 5 pages, appelées l'Extended Synopsis, pour convaincre les membres du panel de l'intérêt et de la pertinence du projet. Un conseil est de dérouler une histoire partant du verrou scientifique que vous vous proposez de lever, expliquant quel est l'intérêt, en quoi il est porteur d'avancées scientifiques et comment vous pensez vous y prendre. Vous devez aussi convaincre de la faisabilité du projet et traiter de la question High Risk, High Gain, qui est l'un des critères d'évaluation comme nous l'avons vu avant. Si vous faites relire votre projet, appuyez-vous sur vos pairs, mais aussi sur des non-spécialistes dont leur regard peut être très utile pour affiner des explications et les rendre compréhensibles même par un large public. Bien ensuite le CV, sur 2 pages, avec un template qui vous est fourni. Remplissez-les de manière à mettre en valeur tous les éléments en votre faveur. Et n'oubliez pas que vous vous adressez à un public des évaluateurs étrangers. Beaucoup, si ce n'est tous, peuvent n'avoir ni aucune connaissance du système français. Donc, évitez les jargons et expliquez ou traduisez tout ce qui mérite de l'être. La partie B1 contient ensuite un tableau dans lequel vous devez lister vos financements en cours ou demandés. Ce tableau peut illustrer votre dynamisme scientifique en montrant votre rôle moteur dans des projets scientifiques, mais soyez vigilant à éviter toute ambiguïté qui pourrait laisser penser que les objectifs du projet ERC sont déjà couverts, ce qui lui ôterait son caractère de rupture. Ces projets peuvent contre-apporter des preuves de concept et ainsi renforcer la faisabilité du projet ERC. La dernière section de la partie B1 est le Early Achievements Track Record, toujours sur 2 pages, qui permet d'apporter des éléments complémentaires sur votre parcours et d'insister sur vos points forts. Vous pouvez y insérer un court paragraphe sur vous-même au début,
faisons ressortir les points forts de votre parcours et de vos acquis, pour fournir quelque sorte à l'évaluateur des éléments clés en main en votre faveur qu'il n'aura donc pas à rechercher par lui-même. Vous devez lister une sélection de vos productions, notamment jusqu'à 100 publications pour la catégorie Starting et 10 publications pour la catégorie Consolidator. Vous pouvez les accompagner chacune d'une ligne faisant comprendre au lecteur en quoi cette publication est importante par rapport à vous-même ou au projet. Vous pouvez aussi insister sur vos réalisations, vos responsabilités, en vous appuyant toujours sur des éléments concrets. C'est ici, à travers du CV et du track record, que vous êtes évalué en tant qu'API et que vous devez démontrer que vous êtes la bonne personne pour mener à bien ces projets. La partie B2, pour sa part, n'intervient qu'à l'étape 2 et elle ne sera donc lue que pour les projets atteignant cette étape. Il s'agit cette fois d'un document plus long, de 14 pages, qui doit décrire de manière très précise les projets scientifiques. Le panel est déjà en votre faveur puisque vous êtes passé en étape 2. Mais il est important qu'il trouve dans ce document une confirmation des promesses faites dans la B1. Et l'évaluation fait ici intervenir, en plus des membres du panel, des experts extérieurs qui sont pour le coup des spécialistes de votre domaine et qui vont examiner la pertinence de votre proposition de manière beaucoup plus poussée. Il s'agit donc ici de parler à des scientifiques, pour beaucoup d'entre eux experts de votre thématique, en commençant par un état de l'art ciblé et solide, permettant d'asseoir tout l'intérêt scientifique du projet dans le contexte actuel. Il faut ensuite expliquer et justifier les stratégies globales, les étapes envisagées, avec un objectif qui doit toujours rester articulé autour de la question scientifique centrale. Les descriptions méthodologiques doivent être très précises, bien structurées, proposant en quelque sorte une feuille de route clé en main pour 5 ans. Les éléments de faisabilité, les niveaux de risque et la manière de les contourner, ou encore les moyens mis en œuvre, sont à discuter au fur et à mesure, pas à pas, pour consolider l'ensemble de la démonstration. Vous pouvez organiser ces explications comme vous le souhaitez, sans contrainte particulier en termes de rubriques, et en insistant avant tout sur la science que vous allez faire. Des illustrations pertinentes sont toujours bienvenues, et vous pouvez aussi insérer des graphes explicatifs. Par exemple, un diagramme de Gantt, mais uniquement si cela vous semble utile et sans obligation. Une fois que ces documents scientifiques B1 et B2 sont évalués, les panels disposent de l'ensemble des rapports et c'est alors qu'il intervient la phase d'audition dont le grand intérêt est de permettre au candidat de défendre son projet et au panel de poser des questions pour éclaircir les points qui méritent de l'être. Nous ne détaillerons pas ici cette étape, mais proposerons un webinaire ciblé à ce sujet en temps voulu lorsque les candidats concernés seront invités à cet oral. Quelques chiffres et quelques messages pour finir. Sur cette transparence, on peut voir tout d'abord que jusqu'en 2017, le taux de succès de la France dans la catégorie Starting, ici en orange, a été bien supérieur aux moyennes européennes. Pour les appels Consolidator, le taux de réussite se trouve dans la moyenne européenne. Il faut dire aussi que le taux de succès peut varier d'une année à l'autre en raison de pressions plus ou moins fortes sur les soumissions. Un point très important à avoir en tête est que le taux de succès moyen est le même quel que soit le panel. Cette stabilité, visualisée ici par la courbe verte, est obtenue par l'ERC grâce à une distribution du budget entre les panels à chaque appel qui est faite au prorata des soumissions reçues. Il n'y a donc aucune raison autre que scientifique de choisir un panel plutôt qu'un autre. Une autre donnée intéressante est celle des taux de succès aux différentes étapes de l'évaluation. Avec ici les détails de ces taux au niveau européen et français pour les appels Starting et Consolidator depuis 2014. Tout d'abord, en bleu clair,
les taux globaux qui varient autour de 12 et 13% pour l'Europe. On voit ensuite, en gris, les taux à la première étape qui est entre 30 et 35%. Enfin, pour les candidats retenus à l'étape 2, on peut voir que les taux de succès à cette étape approchent les 50% et même plus pour les candidats français. Cela veut dire que vous avez presque une chance sur 2 d'être financé lorsque vous passez à l'audition. Un point important sur lequel l'ERC insiste aussi régulièrement est que le taux de succès est relativement stable tout au long des fenêtres d'éligibilité. Donc, même pour le consolidator encore jeune, il n'y a pas de raison d'attendre si le projet est mûr. Et ceci est d'autant plus vrai que les taux de succès augmentent avec les resoumissions, comme le montrent les zones vert foncé sur ces graphiques, d'autant plus hautes que les candidats disposent déjà d'une expérience de projet soumis à l'ERC. Pour finir, on voit que la participation des jeunes chercheuses correspond bien à la proportion de femmes scientifiques dans leur tranche d'âge. Pour finir, quelques liens. Tout d'abord, les sites de l'ERC, sur lesquels toutes les informations relatives aux appels sont disponibles. Vous pouvez aussi y retrouver des témoignages des lauréats, mais aussi les résumés de tous les projets financés, ce qui peut être par exemple utile si vous vous interrogez sur le positionnement de votre projet par rapport au panel. L'ERC a aussi mis en ligne récemment des courtes vidéos intitulées ERC Class avec des témoignages sur la manière de déposer un projet et nous vous invitons vivement à les visionner. L'autre site de référence pour un candidat est celui du portail des participants, sur lequel le projet sera déposé et nous vous conseillons d'y aller très en amont pour vous familiariser et ne pas avoir de mauvaises surprises au moment de la date limite de dépôt. Pour finir, quelques mots sur les actions du PCN-ERC et sur les outils mis en œuvre pour vous aider. Il y a bien sûr avant tout notre adresse mail générique sur laquelle vous pouvez nous contacter. Il y a ensuite le site internet Horizon Europe du réseau des PCN français, sur lequel nous mettons régulièrement de nouvelles informations, mais aussi toutes nos interventions nationales ou régionales, notamment en lien avec le réseau de relais qui est en cours de structuration. Pour finir, n'hésitez pas à nous contacter, à nous solliciter, à nous faire part de vos besoins. Nous essayerons d'y répondre en temps réel et du mieux possible. Merci beaucoup.